tous, le webinaire que nous avons organisé avec Jean-Christophe Cuvelier, le CIO et président de MyTower, démarre avec un titre qui nous fait rêver: comment justifier et lancer votre projet TMS, et plus particulièrement grâce au retour sur investissement, et comment le calculer. C'est souvent ce qui va déclencher en fait l'acquisition du WMS et ce projet de transformation pour les équipes de transport. C'est un sujet passionnant. On sait qu'on a beaucoup d'entreprises qui ne sont pas encore équipées de TMS, donc elles se posent la question. On est toujours sur ce sujet: est-ce que ça va me rapporter quelque chose? Est-ce que c'est vraiment utile? Quand on n'en a pas, on utilise quelques fonctions de l'ERP, on utilise les fichiers Excel, on utilise bien évidemment les emails et le téléphone. Ça marche, c'est suffisant. Mais qu'est-ce qu'on allait pouvoir gagner avec un tel outil? Donc, on s'est adressé à un éditeur pour nous répondre à cette question. Et on a souhaité avoir plutôt une vue métier, parce que calculer le ROI, c'est avant tout un métier. On s'adresse davantage au métier. Donc, Jean-Christophe est le présentateur de cette réunion. Je rappelle juste les règles. Vous pouvez nous interrompre à n'importe quel moment. Il suffit pour ça d'écrire un petit message dans le chat. Et puis, moi, je ferai le modérateur et je poserai les questions au moment opportun pour Jean-Christophe, de manière à ne pas l'interrompre pendant qu'il est en train de nous présenter un sujet, une thématique de sa présentation. Et donc, je vais laisser la main à Jean-Christophe. C'est à toi. Je te confie le webinaire. Jean-Baptiste, d'abord, merci pour cette invitation. C'est la première fois que je fais un webinaire avec Alpes Supply Chain. J'en ai déjà regardé un certain nombre et vous êtes un des acteurs, Alpes Supply Chain, qui est le plus prolifique aujourd'hui en termes de communication et puis d'interaction avec tout l'écosystème de la supply. Donc, c'est un grand honneur, entre guillemets, pour moi de pouvoir participer un peu à la vie de l'association et puis de venir partager avec vous des retours d'expérience assez opérationnels et pragmatiques, notamment sur le calcul du ROI et qu'est-ce qu'on peut aller chercher en termes de retour sur investissement sur des projets de TMS. Merci. Alors, ce que je vous propose, c'est... Alors, j'espère que vous voyez tous mon écran. Je vais faire défiler mon écran. Bon, rapidement, vous donner quelques informations. MyTower, on est un éditeur de logiciels. Nos logiciels sont des logiciels SaaS, donc vraiment en termes d'utilisation, c'est des choses que vous n'avez pas besoin d'installer les logiciels chez vous, hein. Vous vous connectez sur des plateformes web et puis vous accédez directement à nos solutions. Et aujourd'hui, on va dire qu'on couvre deux grandes thématiques. On couvre la thématique du transport. Et puis, on couvre une seconde thématique qui concerne la douane et puis tous les sujets du commerce international. Donc, je reviendrai un peu dessus très rapidement. Voilà, pour vous donner un peu un ordre d'idée de ce qu'on propose comme type de solution. Donc, effectivement, sur la partie gauche, vous avez toute la partie transport management, donc la partie TMS. Alors, vous voyez qu'on couvre grosso modo l'ensemble des thématiques que l'on peut retrouver dans un TMS, à la fois les thématiques de planification qui vont vous aider à mieux planifier, puis à sélectionner vos transporteurs, envoyer des cotations, enfin des demandes de cotation. Toute la partie optimisation qui est une brique qui est importante, puisque c'est à partir de cette brique-là, en règle générale, qu'on va aller chercher des gains plutôt significatifs sur la dépense transport, notamment avec des modules qui permettent de consolider des commandes, des modules qui permettent de gérer l'optimisation des routes logistiques avec ce qu'on appelle des solvers, qui vous permettent de faire des tournées, que ce soit du multi-pick ou du multi-stop, voire du multi-pick et puis du multi-stop mélangé. Et puis vous allez avoir toutes ces logiques aussi de consolidation d'expédition et d'optimisation entre guillemets des chargements pour arriver à mieux simuler le chargement et arriver à avoir des taux de chargement élevés. Puis ensuite, vous avez les modules d'organisation donc qui transmettent généralement les instructions et puis les commandes auprès des transporteurs, les ordres de transport auprès des transporteurs. Vous avez toute la partie production documentaire qui est un enjeu en règle générale sur ceux qui ont des flux internationaux, parce qu'on a
pas mal de documentation à fournir. La gestion de la documentation, qui la voit, qui ne la voit pas, qui peut en charger, qui peut en supprimer, qui peut en modifier, et ainsi de suite. Et puis tout ce qui va concerner la partie prise de rendez-vous au niveau des quais. Puis ensuite, vous avez la partie exécution, où là, vous retrouvez tous les sujets qui sont plutôt liés à la gestion des étiquettes, notamment quand on est sur du transport de type messagerie, toute la partie visibilité, donc ce qu'on appelle le tracking, hein, donc où est mon camion, où est mon conteneur, voir le RTV, c'est-à-dire le Real-Time Visibility, à quel moment est-ce qu'il va arriver, est-ce qu'il y a du retard. Bon, et puis toute la gestion des déviations, hein, donc tout ce qui va concerner les écarts par rapport à ce qui était prévu, et puis la gestion des litiges, et un sujet qui est de plus en plus regardé par les entreprises aujourd'hui, qui est aussi toute la gestion des palettes et les comptes palettes, pour savoir à qui on doit des palettes ou qui vous doit des palettes. Donc là, il y a aussi une dimension, entre guillemets, éco-environnementale derrière. Et puis vous avez la dimension financière, avec la gestion des tarifs et puis tout ce qui va concerner la préfacturation, le contrôle facturation et toujours pareil, la simulation carbone qui est liée à la fois à la facture et à des données logistiques qu'on récupère et puis tout ce que vous pouvez retrouver sur la partie appel d'offres, tendering. Donc ça, c'est vraiment, entre guillemets, vous voyez, le cœur du TMS. Vous avez l'ensemble de ces fonctionnalités à l'intérieur. Donc, c'est une version de TMS qui est multimodale, donc qui traite l'ensemble des modes de transport, mais qui est aussi ultra modulaire, puisque finalement, vous avez la possibilité de ne pas prendre l'intégralité des modules et des fonctionnalités du TMS, mais vous pouvez faire du cherry picking et puis aller chercher uniquement les fonctionnalités qui vous intéressent, parce que vous avez déjà des morceaux de fonctionnalités qui sont dans vos ERP, dans vos WMS, et donc entre guillemets, on va venir faire des compléments fonctionnels par rapport à ce dont vous avez besoin. Donc, c'est sur cette base-là qu'on va dérouler, entre guillemets, la présentation pour vous accompagner sur le calcul du ROI. Sur la droite, rapidement, ce n'est pas l'objet du webinaire aujourd'hui, mais vous retrouvez tous les sujets qui sont plutôt liés à de la douane et puis à ce qu'on appelle la trade compliance, donc la classification automatisée et la détermination des HS codes automatiques quand vous avez de grosses campagnes de lancement de nouveaux produits, d'articles. Donc, être capable de déterminer de manière homogène les codes articles via des arbres de décision avec des règles de gestion qui sont prédéterminées, la classification qui est liée à l'export contrôle, et puis la gestion des origines préférentielles, non préférentielles, des sujets d'actualité qu'on a aujourd'hui quand on a des tensions géopolitiques comme on connaît, et puis on pense que ça va encore s'accentuer dans les prochains temps. Donc, on va gérer origine préférentielle, non préférentielle, qui vont vous permettre de justifier d'exemption de droits de douane ou à l'importation ou à l'exportation dans le cadre d'accords de libre-échange. Voilà, après, vous avez tout ce qui est lié aussi à l'export contrôle, donc c'est tous les paquets de sanctions avec la Russie. Donc, gérer un peu tous ces paquets de sanctions, est-ce que vous pouvez expédier ou ne pas expédier les marchandises. Et puis, plus récemment, tout ce qui va concerner les mesures d'ajustement carbone aux frontières. Et puis, les problématiques de déforestation, l'UDR, donc un sujet qui a été reporté de début 2025 à début 2026, mais dans lequel pas mal d'entreprises vont être concernées. Donc être capable de prouver que les matières premières ne sont pas issues de parcelles qui sont protégées par les lois déforestation. Et puis le travail forcé de plus en plus. Voilà un peu pour vous donner un rapide aperçu des types de logiciels qu'on distribue et les fonctionnalités qu'on adresse aujourd'hui. Et donc, je vais m'appuyer sur la partie TMS pour vous accompagner, entre guillemets, sur nos retours d'expérience sur le calcul de ROI. Oui, Voilà. tu as raison, c'est important de mettre l'attention sur le périmètre parce que parfois le périmètre, on s'attache seulement aux opérations et là, tu as bien mis en évidence qu'il y avait les appels d'offres, qu'il y avait l'optimisation, plus quelques modules complémentaires, la documentation qui est réglementaire, il y a des délais légaux de conservation des documents et souvent on ne le sait pas. Et puis pour finir, la préfacturation qu'on n'imagine pas toujours dans ces modules, tout le monde ne la connaît pas et qui a un gisement de gain potentiel pour l'entreprise est très difficile à mettre en place si on n'avait pas un module de préfacturation. C'est important de préciser le périmètre. Merci de l'avoir fait.
Et vous voyez qu'on a volontairement, on l'a représenté de cette manière-là parce que dans chaque brique, entre guillemets, vous avez des gains de productivité potentiels. Donc, c'est aussi pour nous une manière avec vous, quand on est en interaction avec les industriels ou les distributeurs, de vous accompagner, entre guillemets, sur une bonne compréhension de finalement quelles sont les grandes fonctionnalités qui peuvent être utilisées et à partir de ces fonctionnalités-là, qu'est-ce qu'on peut aller chercher en termes de gains et de retour sur investissement. Donc, on utilise en règle générale ce type de petites boîtes grisées ou non grisées qui nous permettent, entre guillemets, de vous accompagner sur le calcul des gains. Alors, les grands enjeux, effectivement, quand on lance un projet, c'est d'arriver, entre guillemets, à justifier le ROI du projet. Donc, dans un premier temps, pour pouvoir gagner le projet, hein, et puis surtout organiser le projet, parce que vous allez le voir pendant la présentation, euh, dans certains cas, on peut très bien avoir des calculs de ROI qui ne sont pas intéressants sur le périmètre du TMS si, entre guillemets, on ne fait pas un lotissement correct du projet. Hein, le but du jeu, en règle générale, vos directions financières cherchent à avoir des ROI, en tout cas des paybacks qui sont inférieurs à un an, avec des paybacks qui sont suffisamment importants. Et donc, tout l'enjeu, entre guillemets, du calcul du ROI et puis de l'organisation du projet, ça va être de prioriser les fonctionnalités et les modules qui vont aller vous permettre de dégager le maximum de rentabilité sur le projet au tout début pour venir financer, entre guillemets, des fonctionnalités additionnelles, voire des lots additionnels que vous pourriez déployer dans les mois ou les années suivantes. Donc, il y a les grands enjeux pour faire le calcul du ROI, il y a la cartographie de l'existant, on va revenir dessus, l'identification des acteurs, il y a un nombre d'acteurs assez conséquent sur le marché aujourd'hui qui interviennent dans la digitalisation du transport au sens large, donc c'est arriver à savoir qui fait quoi, quelle est la proposition de valeur de chacun et quels sont les niveaux de gains qu'on peut faire avec chacune des solutions. Bien évidemment, il y a toute une évaluation des gains. Donc là, c'est à la fois un travail d'équipe en interne et puis avec les éditeurs que vous aurez retenus, ou en tout cas avec qui vous voulez travailler dans un premier temps, ou en tout cas étudier le dossier. Donc c'est vraiment un travail qui se fait en règle générale euh, à plusieurs. Hein. C'est pas quelque chose qu'on fait dans son coin, c'est quelque chose qui est partagé avec une multitude d'allers-retours pour arriver, entre guillemets, à trouver les bons calibrages de où est-ce qu'on met les curseurs en termes de gains de productivité et comment on fait le lotissement du projet. Puis bien évidemment, à la fin, vous avez le payback et puis le retour sur investissement. Donc tous ces enjeux, voilà, on va les passer en revue parce qu'il y a un certain nombre d'étapes qu'on doit franchir et le but du jeu, c'est de partager avec vous ces étapes. Alors, la première partie, si vous voulez, de la présentation, c'est je vais vous partager un certain nombre certainement enfoncer des portes ouvertes. Euh, Quelques rappels, mais qui font, dans bien des cas, du bien de les rappeler, parce que ça permet de bien remettre en place la compréhension et puis le périmètre de la fonction transport. Puis au travers de ces rappels, je vais, entre guillemets, vous donner quelques conseils et des retours d'expérience, entre guillemets, sur comment, entre guillemets, interpréter les différents rappels que je vais vous faire. Ensuite, on va partager avec vous les gains possibles. Alors, il y a deux grandes catégories de gains. Hein. Il y a les gains liés à la productivité et puis il y a les gains qui sont plutôt liés à la dépense transport. Donc là aussi, je vais vous faire des retours sur des ABAC qu'on a aujourd'hui, des retours d'expérience de projet. Et puis, grosso modo, même avec tous nos confrères, hein, on a à peu près les mêmes ABAC aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'on a vu et qu'est-ce qu'on est capable d'obtenir sur le marché en termes de gains. Voilà. Les différentes étapes pour arriver au calcul. Donc, vous voyez il y a un certain nombre d'étapes. Donc, je vais vous faire et je vais balayer avec vous les différentes étapes. Donc, comment on démarre, combien de temps ça prend, et puis quels sont les différents steps pour arriver au calcul. Et puis à la fin, je vous présenterai une méthode de calcul de ROI. Vous voyez, c'est relativement simple, euh, avec une méthode à la fois qui est liée au gain de productivité, et puis une autre méthode qui est plutôt orientée sur la partie dépenses transport.
Alors, dans les rappels, d'abord vous donner un peu une visibilité du marché pour arriver à bien cartographier quelles sont les solutions qui, entre guillemets, peuvent être apparentées à des TMS, ou en tout cas qui touchent de la digitalisation du transport et qu'on retrouve aujourd'hui sur le marché. Donc, vous avez une première famille de produits. Alors, dans lequel on peut retrouver des briques de TMS qui sont les SRM, hein, donc qui sont les Supplier Relationship Management System. Donc, c'est des systèmes qui vont en particulier gérer les carnets de commandes que vous avez aux fournisseurs, notamment dans le cadre du grand import, puis qui vont vous permettre, entre guillemets, de consolider toutes ces commandes aux fournisseurs dans des conteneurs au départ, et puis de gérer tout l'acheminement des conteneurs jusque sur la zone européenne dans vos entrepôts. Donc là, vous voyez que on a deux dimensions à l'intérieur, mais il y a quand même une dimension approvisionnement forte, mais vous avez une dimension transport qu'on peut retrouver dans ce type de produit. Donc, dans certains cas, sur des chaînes de transport amont, quand vous êtes vraiment en interaction avec des fournisseurs, ça peut être intéressant de s'orienter vers ce type de produit, sachant qu'à l'intérieur, vous avez des briques qui sont plus ou moins des briques liées à du TMS. Ensuite, vous avez vraiment les TMS, donc la grande famille des TMS. Vous retrouvez bien évidemment les TMS multimodaux, donc ceux qui sont capables de traiter quasiment l'intégralité des modes de transport. Et puis, vous avez des TMS qui, eux, par contre, sont assez spécialisés. Je pense en particulier aux TMS de messagerie. Donc, vous retrouvez des éditeurs comme TDI, comme Teliae, comme IT Incel sur le marché. Puis, vous avez des TMS qui sont plutôt des TMS très orientés sur la route, donc qui traitent très peu les flux overseas. Là, je pense en particulier à des acteurs comme Puissancy, UDDS, hein, qui sont assez forts sur la route aussi. Et puis, vous avez des acteurs sur le maritime qui, eux, sont ultra spécialisés sur le booking auprès des compagnies maritimes. Voilà, donc là, on est plutôt sur des acteurs de type Baiko, qui sont C'était Nexus. voilà, GT Nexus, qui sont des acteurs qui sont plutôt orientés maritimes avec la gestion des slots, la gestion des plannings. Voilà. Puis après, vous avez des TMS route. Alors, bon, excusez-moi, je le répète, mais je n'avais pas vu que j'avais fait une répétition. Bon, sur les full truckload et puis les deux bio. Puis vous avez des TMS sur le rail, je pense en particulier à EverySense, qui est sur le rail, qui lui est ultra spécialisé. Donc, vous voyez que vous avez des acteurs ultra spécialisés, puis vous avez des acteurs multimodaux qui, eux, sont capables, entre guillemets, d'intégrer l'ensemble des modes de transport. Puis, dans certains cas, qui peuvent faire appel à des réseaux, je pense en particulier à la gestion de production des étiquettes. Généralement, tous les TMS multimodaux sont connectés avec les TMS de messagerie pour générer de l'étiquette. Donc, voilà. Donc, ce qui est important, c'est de bien comprendre cet écosystème d'acteurs. Puis, vous avez sur la droite la famille des DMS. Alors, c'est des sortes de TMS, hein, c'est toujours des TMS, mais eux, ils sont vraiment spécialisés sur le dernier kilomètre. Donc, le dernier kilomètre, c'est vraiment la livraison à domicile chez le particulier. Donc, il y a un certain nombre de fonctionnalités qu'on ne retrouve pas aujourd'hui dans les TMS classiques, qui sont plutôt dans ce type de solution et qui, eux, ne font pas tous les gros flux depuis les fournisseurs ou depuis les usines jusqu'aux entrepôts, mais qui font vraiment le flux entrepôt ou magasin jusqu'à la porte du domicile chez vous, et puis qui va gérer, entre guillemets, l'acceptation, le refus de la commande, ainsi de suite. Vous avez aussi dans ce panorama-là, bien important de comprendre les solvers, hein, donc tous ceux qui sont vraiment spécialisés pour faire, on va dire, l'optimisation des tournées, donc qui vont vraiment vous calculer les tournées, qui vont permettre de réduire les kilomètres parcourus. Ceux qui sont plutôt orientés sur la visibilité, donc tous les acteurs de visibilité, je pense en particulier au Shipeo, Wakeo, au Project 44, donc tous ces gros acteurs qui, eux, amènent, entre guillemets, la connectivité avec tous les partenaires transporteurs, les compagnies maritimes, les compagnies aériennes. Alors que c'est des compléments qu'on retrouve avec les TMS, puisque finalement, en règle générale, les TMS sont connectés avec les briques solver, avec les briques visibilité. Donc, en règle générale, on a des partenariats stratégiques avec ces gens-là, et puis on intègre complètement la connectivité et puis les liens process métier avec eux, donc qui nous permettent d'aller récupérer de la data, de la donnée, et puis venir la recontextualiser dans les processus métiers à proprement parler d'organisation, d'exécution et de planification transport.
Vous avez des spécialistes sur les algos spécialisés sur le calcul du CO2. Je pense en particulier à des gens comme EcoTransit, Searoot. Voilà, donc c'est vraiment des gens qui sont spécialisés sur le CO2. Tout comme vous avez des gens qui sont vraiment spécialisés sur le yard management. Donc toute la gestion de cours avec la prise de rendez-vous, c'est des choses qu'on fait aussi dans le TMS, mais eux, en termes de fonctionnalité, peuvent aller beaucoup plus loin qu'un TMS dans certains cas. Mais en règle générale, on a déjà pas mal de couverture au sein des TMS. Puis vous avez ceux qui sont spécialisés sur le palette management, donc la gestion des comptes palettes, la digitalisation des comptes palettes. Je pense en particulier à des gens comme Opaline. Voilà. Et puis vous avez un ensemble d'autres acteurs qui tournent autour de cette digitalisation. Vous voyez que l'écosystème est assez important. Donc, moi, premier conseil, si vous devez vous lancer dans des types de projets, d'abord, c'est de bien comprendre qui fait quoi. Donc, c'est vraiment cartographier, analyser et puis comprendre les solutions du marché, la proposition de valeur et puis quelles sont les fonctionnalités que vous avez retrouvées chez chacun de ces acteurs pour pouvoir, entre guillemets, cibler quels sont les acteurs, entre guillemets, qui seront le plus à même de répondre à vos enjeux et puis à vos besoins. Donc, première étape, avant de lancer un projet, bien en amont du calcul du ROI, entre guillemets, faire ses devoirs et puis comprendre comment fonctionne l'écosystème de la digitalisation du transport et savoir qui fait quoi. Alors là aussi, je vais vous enfoncer quelques portes ouvertes, mais c'est important de bien, entre guillemets, segmenter comment est organisée la fonction transport en règle générale dans les entreprises. Alors vous avez, nous, on l'a divisé en quatre. Hein. On fait une première partie qui est vraiment une partie très opérationnelle, qui est la partie de planification, d'organisation et puis de suivi de livraison. Hein. Donc, on est au quotidien, c'est ceux qui organisent et puis qui suivent l'exécution des opérations. Vous avez une deuxième activité au sein de la fonction transport qui est plutôt orientée sur les achats. Donc, ceux qui ont vraiment de très très gros flux et puis qui lancent des appels d'offres à fréquence régulière, une fois par an ou une fois tous les 2 ans, mais en tout cas qui ont plusieurs modes de transport et puis qui segmentent leurs appels d'offres en fonction des modes de transport, qui sont en mesure de lancer plusieurs appels d'offres par an. Donc, c'est vraiment la dimension achat-transport. Et puis la dimension finance, puisque derrière, vous retrouvez bien évidemment toute la partie contrôle des coûts, donc contrôle facturation, provision, préfacturation, contrôle facturation. Donc, tout ce qui va vous permettre, entre guillemets, de vous assurer que vous avez négocié avec vos transporteurs, c'est bien ce que vous recevez en termes de facture à la fin. Et ça va vous permettre, en règle générale, de gérer les provisions pour les contrôleurs de gestion et puis pour le service financier. Donc, dans certains cas, c'est au sein du même service transport. Dans d'autres cas, ça peut être fait dans des départements à part. Mais en tout cas, ça contribue à la fonction transport. La troisième activité de la fonction transport, c'est tout ce qu'on appelle optimisation et puis ingénierie. Donc, l'optimisation, c'est ceux qui vont construire les plans de transport. Donc, vous pouvez avoir des plans de transport qui sont différents en fonction de la saison, hein, les plans de transport d'hiver, les plans de transport d'été. Je pense en particulier à ceux qui sont dans la distribution spécialisée ou dans la grande distribution, où vous avez des effets de saisonnalité très forts. Donc, vous n'avez pas forcément les mêmes plans de transport dans l'année. Vous n'avez pas forcément les mêmes transporteurs non plus. Donc, tout ça, c'est vraiment, en règle générale, des équipes qui construisent ces plans de transport. On est plutôt sur de l'ingénierie, entre guillemets, transport. Donc, c'est vraiment, là, on va se tourner vers les optimisations pour la réduction des kilomètres. Puis la quatrième brique, qui est une brique qui est assez récente, mais qui prend de plus en plus d'importance aujourd'hui, qui est la brique liée au calcul carbone, de l'empreinte carbone de vos transports. Donc là aussi, on rencontre dans certaines organisations des équipes qui sont vraiment spécialisées, qui ne sont pas dans le quotidien, entre guillemets, de l'organisation ou de la finance et de l'optime, mais qui sont plutôt des équipes à part et qui vont récupérer l'ensemble des informations pour calculer l'empreinte carbone. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que dans votre activité, ce qui est important, c'est d'arriver à comptabiliser qui fait quoi. Quels sont les nombres de TP, donc le nombre de personnes, entre guillemets, qui sont plutôt côté organisation suivie, qui c'est qui fait plutôt de l'achat finance, qui c'est qui est plutôt sur de l'optime, et puis qui fait plutôt du transport, hein, enfin de la partie carbone. Alors, vous allez me dire, dans certains cas, c'est les mêmes personnes qui font à la fois l'organisation, l'achat et puis l'optime.
Ce qui est intéressant, c'est d'arriver à comprendre en fait quelle est la volumétrie de chacun en disant effectivement ils font un peu de tout, mais est-ce que c'est à moi est-ce qu'ils font 50% sur l'organisation, 25% sur le suivi, enfin de l'achat finance, 25% sur de l'ingénierie, voilà, pour arriver entre guillemets à avoir une cartographie de votre activité, de vos ressources et d'arriver à les placer par type d'activité. Autre grand sujet, là aussi j'enfonce des portes ouvertes, mais je pense que c'est important de me rappeler la segmentation des modes de transport. Encore trop souvent, quand on va dans les entreprises, on nous dit vous faites quoi, vous avez quoi comme type de transport? On fait de la route. Oui, mais dans la route, vous avez de la messagerie, vous avez de la messagerie palette, vous avez de la messagerie colis, vous avez de l'express. Dans la route, vous avez du lot complet, vous avez du demi-lot. Enfin voilà, donc Du il faut taxi. vraiment arriver à segmenter ces modes de transport pour arriver, parce que ces modes de transport-là n'ont pas forcément les mêmes spécificités en termes de besoins fonctionnels, voire en termes d'enjeux et même de systèmes d'information sur le marché. Ce que je vous disais tout à l'heure, il y en a certains qui sont ultra spécialisés. Voilà, donc il faut vraiment arriver à avoir une cartographie assez précise de ces modes de transport dans l'entreprise, associés bien évidemment avec vos volumes, vos nombres d'expéditions et puis la dépense au transport. Donc ça, c'est vraiment vrai que dans les étapes de calcul de ROI, on reviendra dessus, mais je vous conseille vraiment de faire tout ce travail de segmentation et puis de documentation. Alors, on l'a déjà passé en revue, donc je ne vais pas revenir dessus sur les grandes briques que vous retrouvez dans les TMS, mais ce qui est important, c'est de vraiment arriver à bien comprendre ce qu'on a derrière ces grandes fonctionnalités, parce que vous allez voir que vous les utilisez peut-être pas toutes, mais vous en utilisez au moins certaines au quotidien. Alors, c'est pas dans vos TMS aujourd'hui, parce que vous n'avez pas forcément de TMS, donc c'est sous Excel ou c'est fait à la marge. Mais ouais, il faut arriver à bien cartographier. Donc là aussi, c'est finalement sur la base de toutes ces fonctionnalités que j'ai, je prends par exemple Request for Quotation, combien je fais de cotations par an. Je fais, je vous dis une bêtise, 10 000 transports par an, j'ai 20% de ces transports qui sont faits sur des grilles tarifaires qui sont négociées via des appels d'offres, et puis j'ai 20% de ces transports qui sont faits via des cotations. Donc ça veut dire que j'ai 2000 cotations par an, 254 jours dans l'année, je lance 10 cotations par jour, 10 cotations par jour, ça me prend en moyenne 25 minutes ou 30 minutes parce que je dois lancer la cotation, j'envoie le mail, je m'assure que le transporteur a reçu le mail revient du transporteur, j'ai sa réponse, je dois comparer avec les autres réponses des autres transporteurs, je dois refaire préciser un certain nombre de choses, et voilà. Et donc vous voyez que ce qui est important, c'est d'arriver via toutes ces briques, entre guillemets, de grandes fonctions que vous retrouvez dans votre organisation, d'arriver à identifier où est-ce que vous avez réellement des enjeux. Donc là aussi, c'est tout un travail d'analyse qui doit être fait au préalable. Voilà, et puis là aussi, je vais enfoncer encore une fois des portes ouvertes, mais c'est important de bien comprendre les gains et puis les coûts. Alors les coûts, ils sont assez simples. Vous avez deux grandes catégories de coûts dans le transport. Vous avez les coûts variables, donc tout ce qui concerne vraiment l'achat et la dépense transport. Puis vous avez tous les coûts, entre guillemets, qui sont plutôt liés à des dysfonctionnements, donc des temps d'attente de chauffeurs, des litiges. Pour ceux qui font du maritime, les surestaris dans les ports, les temps de stockage dans les ports. Donc là, on est sur vraiment de la dépense de transport sur la première brique. Puis après, vous avez vos coûts fixes. Donc vos coûts fixes, effectivement, c'est la masse salariale de vos équipes, et donc qui sont dédiées aux différentes activités qu'on a passé en revue tout à l'heure, donc l'organisation, le suivi, la planification, l'exécution, ceux qui font l'achat finance, ceux qui font les optimes, et puis ceux qui sont plutôt sur la partie entre guillemets éco-environnementale, calcul carbone. Donc ça, c'est votre masse salariale, donc c'est important aussi de bien comprendre finalement la masse salariale, comment elle est distribuée dans votre activité. Et puis, vous avez tous les coûts liés au système d'information, puisque dans certains cas, vous avez déjà des morceaux de système d'information, vous avez peut-être des licences qui sont en cours, sur des solutions qui sont peut-être vieillissantes ou qui ne couvrent plus, entre guillemets, l'intégralité de ce que vous auriez besoin aujourd'hui en termes de fonctionnalité. Donc, il faut regarder si vous n'avez pas déjà des coûts liés un peu au système d'information. Et donc là, on est plutôt sur des coûts fixes. Donc, il faut arriver aussi à les identifier, à les cartographier, puis à les quantifier.
Donc, toujours pareil, c'est ce que je vous disais, on est toujours dans cette histoire de cartographie, on identifie, on quantifie, on classe, on fait des familles, et puis on arrive à avoir une vision de plus en plus claire où est localisée notre dépense transport. Puis bah, sur la droite, vous avez les gains. Donc, tout l'enjeu étant bien évidemment d'essayer de maximiser les gains par rapport au coût, donc d'avoir une balance de gains qui est plus importante. Donc, vous avez bien évidemment les gains qui sont plutôt liés à la dépense transport. Donc, la dépense transport, c'est quoi? Bah, c'est la réduction des kilomètres parcourus, c'est la consolidation des commandes pour avoir moins d'expéditions à gérer parce que vous avez pu regrouper plusieurs commandes entre elles, c'est le taux de chargement de vos véhicules. Voilà, donc là, on est vraiment sur comment, puis le contrôle des factures, ou mieux acheter au travers des appels offres ou au travers des cotations. Donc, quels sont le gain qui est lié à la dépense transport, et puis les gains qui sont plutôt liés à l'expérience utilisateur, la productivité. Donc, bah, je fais plus vite, je fais mieux, de façon plus facile, de façon beaucoup plus automatisée, je perds moins de temps, donc je fais de la productivité. Alors, il faut pas il faut pas passer sous silence les gains pour les clients, puisque des clients, vous pouvez aussi leur faire un certain nombre de gains, hein. Vous leur communiquez, ils accèdent à des portails, ils ont la documentation en direct, ils ont des préalertes, ils ont de la visibilité pour savoir où sont leurs transports, ou voir leurs commandes. Donc, entre guillemets, ils passent moins de temps, entre guillemets, à vous appeler, à vous relancer. Donc, plus on va vous donner de la visibilité aux clients, plus on va avoir des gains possibles. Voilà. Et puis après, vous avez aussi des gains chez les partenaires, hein. À partir du moment où vous automatisez un certain nombre de choses, si vous automatisez la transmission des instructions et puis des ordres de transport avec des API ou des EDI sur les systèmes de vos transporteurs, eux, de leur côté, n'ont plus à ressaisir les informations manuellement. Donc, ils vont, entre guillemets, par voie de fait, faire de la productivité que vous pourriez récupérer dans le cadre des tarifs en négociant, entre guillemets, des tarifs un peu plus optimisés parce que vous leur avez fait faire des gains de productivité, parce que vous avez investi de votre côté sur la partie intégration entre vos systèmes et puis leur système. Puis les gains environnementaux, hein, donc les émissions de CO2. Je ne vais pas m'étendre dessus, mais là aussi, il y a toute une fiscalité carbone qui est en train de se mettre en place. Donc, très rapidement, dans les années à venir, vous verrez que on parlera de la dépense transport liée au coût d'achat du transport, mais vous aurez aussi de la fiscalité liée au carbone. Donc là aussi, il y aura des coûts qui vont être liés au carbone qu'il va falloir chercher à optimiser en réduisant les kilomètres parcourus. Voilà, donc vous donner l'idée, c'était vraiment d'arriver à cartographier les différents coûts et puis les différents types de gains qu'on peut récupérer. Alors là aussi, les différents niveaux de digitalisation. Ce qui est important avant de lancer un projet, c'est de finalement comprendre quels sont les différents niveaux de digitalisation et quel est le niveau sur lequel vous devez vous retrouver, hein. Donc, on peut avoir des niveaux de digitalisation qui sont relativement simples. C'est simplement au quotidien centraliser l'information, limiter les emails, limiter les appels téléphoniques, hein, avoir à l'accès à l'information de façon beaucoup plus rapide, partager les documents de façon beaucoup plus rapide. Là, c'est des plateformes qui sont inclus dans les TMS en règle générale, qu'on peut très bien lancer sans avoir à se connecter avec les ERP, hein, des clients. Donc, c'est ce que nous, on appelle les projets zéro CAPEX, c'est-à-dire que ça va très vite, il n'y a pas de CAPEX, il y a très peu de projets à faire derrière, il y a quelques jours de paramétrage, de config, et puis vos équipes sont déjà autonomes dessus, et puis vous verrez que ça va leur simplifier le quotidien, hein, voilà. Ensuite, dès qu'on veut commencer à faire des gains de productivité, on va aller se connecter avec les systèmes d'information des clients. Donc, en règle générale, c'est les ERP. On va aller récupérer les commandes. On va consolider ces commandes pour créer des ordres de transport qu'on va transmettre à vos transporteurs. Donc, là aussi, vous voyez que plutôt que de ressaisir les informations, on va aller se connecter directement avec les ERP, avec les WMS, pour récupérer le maximum d'informations et pour automatiser un certain nombre d'opérations. Donc, là, ça veut dire qu'on commence à rentrer dans des projets où on s'intègre avec vos systèmes d'information. Troisième niveau, on s'est intégré avec vos systèmes d'information, vous refaites de moins en moins de saisies, vous avez fait des gains de productivité significatifs. De la même manière, vous allez travailler avec vos partenaires pour là aussi essayer de s'intégrer auprès de vos partenaires
pour récupérer de manière beaucoup plus rapide l'information, la réintégrer chez vous, la recontextualiser, entre guillemets, dans vos processus métiers pour la traiter de manière beaucoup plus rapide. Et là, pareil, éviter les appels, éviter les emails, éviter les relances, ainsi de suite. Donc là, on a des gains de productivité aussi qu'on peut aller chercher. Puis ensuite, vous avez tous le niveau 4, entre guillemets, qui est vraiment le moteur d'optimisation, où là, bah, on va aller, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est réduire les kilomètres parcourus parce qu'on modélise des tournées optimisées, regrouper les commandes entre elles pour créer des expéditions, regrouper les expéditions entre elles pour créer des ordres de transport, tout ça ayant comme objectif bah, de créer, entre guillemets, le moins d'ordres de transport possible dans votre organisation pour pouvoir massifier vos flux, augmenter vos taux de chargement et réduire les kilomètres parcourus. Par voie de fait, vous réduisez aussi l'empreinte carbone. Bon, et puis après, le Graal, c'est tout ce qui va concerner la prédiction avec les recommandations associées. Là, je pense en particulier au RTV, c'est-à-dire quand est-ce que mon camion arrive, est-ce qu'il va avoir du retard, j'ai un entrepôt à gérer, j'ai de la préparation à lancer sur les quais. Si mes camions arrivent avec 2 ou 3 heures de retard, c'est pas la peine de préparer les commandes et de les mettre sur les quais parce que je vais engorger les quais. Et donc, je vais avoir des pertes de productivité parce que je vais retoucher 2 fois les palettes pour les sortir des quais, pour libérer pour un nouveau transporteur, tout ça. Donc là, on est, vous voyez, sur des gains qui vont plutôt aller sur la partie warehousing. Voilà, donc c'est des gains additionnels qui peuvent être faits en récupérant de l'information supplémentaire. Donc, toujours pareil, comment vous voulez lancer votre projet, où est-ce que vous avez des vrais enjeux, est-ce que vous voulez commencer niveau 1, niveau 2, est-ce que vous voulez aller au niveau 3, est-ce que vous le faites par étapes, voilà, donc toutes ces différentes briques. Alors les gains possibles, ça toujours quelque chose qui est intéressant et qui attire tout le monde. Donc les gains de productivité, j'ai envie de dire, là je suis assez conservateur en règle générale sur la productivité, sur les opérations. Donc que ce soit la partie planification, la partie organisation, suivi, exécution, voire contrôle des coûts. L'enjeu, c'est vraiment, il faut aller chercher à minima 50% de productivité. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui sur les déploiements qu'on fait ou sur les TMS. Et vous pouvez discuter avec tous les acteurs du marché. Les enjeux sur les TMS, c'est vraiment aller chercher 50%, voire plus, dans certains cas, sans trop de difficultés, de gains de productivité. Donc, on peut avoir des enjeux significatifs pour ceux qui ont de très grosses équipes transport en termes de gains de productivité. Je parle de périmètre étendu, vous voyez, dans le slide, parce que l'équipe transport, en règle générale, on a toujours l'impression que c'est une équipe de 3-4 personnes qui est dans un bureau, mais vous avez des gens qui font du transport sur les quais, vous en avez des gens qui font du transport à la comptabilité parce qu'il faut payer les factures, vous avez ceux qui font le recouvrement, ceux qui font les litiges. Enfin, dans votre organisation, vous avez quand même pas mal de personnes qui sont plus ou moins à un moment donné concernées par le transport. La dépense transport, dès qu'on va rentrer vraiment sur du contrôle facturation, sur des appels d'offres, de la cotation et surtout de l'optimisation, c'est-à-dire je regroupe mes commandes, je massifie, je fais des tournées, je réduis les kilomètres parcourus, on peut raisonnablement aller chercher, en fonction des organisations, entre 10 et 30% d'optimisation sur la dépense transport. Donc ceux qui ont de très gros budgets, ça peut commencer à être intéressant. La productivité partenaire, pareil, on est aux alentours de 30% sur ce qu'on peut aller faire gagner aux partenaires en termes de productivité chez eux, donc en leur évitant de ressaisir un certain nombre d'informations. Et puis l'empreinte carbone, parce qu'on va réduire les kilomètres parcourus, parce qu'on va massifier les transports, là aussi on peut aller chercher 25% sur votre empreinte carbone. Et ça, on est en train de vérifier de plus en plus parce qu'on calcule les empreintes sur pas mal de clients aujourd'hui. Et donc, on les aide à faire leurs optimisations. Et donc, d'une année sur l'autre, on arrive quand même à voir un peu ce qu'on arrive à aller chercher via les optimes. Donc ça, c'est les gains généraux. Je vais faire un focus maintenant sur les gains qui sont liés au contrôle facturation pour vous donner vraiment un peu une vision de ce qu'on peut aller chercher par catégorie de transport. D'où la nécessité, et je reviens sur ce que je vous disais en introduction, c'est bien faire votre segmentation et puis votre cartographie des flux de transport pour savoir finalement dans quelle famille je suis entre l'affrètement, la messagerie, le maritime et puis l'aérien. Et vous voyez que sur l'affrètement, on est sur des grilles tarifaires qui sont relativement simples. Il y a très peu de surprises, donc on est sur des gains qui sont relativement modestes, de l'ordre de 1%.
sur votre budget transport. Dès qu'on est sur la messagerie, on commence à avoir un peu plus de complexité sur les grilles, et puis il y a beaucoup plus de cas, entre guillemets, qui sont rencontrés, enfin de cas possibles, entre guillemets, de livraison. Donc, il peut y avoir des erreurs de facturation. Donc là, on est plutôt sur des ordres de grandeur de ce qu'on constate de 3%. Et alors après, quand vous rentrez sur le maritime, puis sur l'aérien, là, vous êtes sur des ordres de grandeur qui sont beaucoup plus grands, de l'ordre de 5 à 8% sur les erreurs facturées. Donc, vous voyez que dans votre budget, c'est important de segmenter votre budget. Et puis, si vous ne faites pas de contrôle facturation aujourd'hui, bah, potentiellement de regarder qu'est-ce que ça peut donner en termes de réduction de coûts. Alors bien sûr, après, on prendra des hypothèses conservatrices ou non conservatrices, mais en tout cas, c'est ce qui permet d'avoir les grosses masses de ce que vous pouvez aller chercher. Alors les étapes. Les étapes, elles sont au nombre de 6. La première étape, bah, c'est ce qu'on a évoqué un peu en introduction, hein, ce que je vous disais, les rappels, les conseils. C'est vraiment cartographier. Donc, cartographier votre organisation, qui fait quoi, j'ai combien de personnes dans quelle activité, quelle est ma masse salariale associée, quels sont mes flux, les modes de transport que j'utilise, bah, qu'est-ce qui est majoritaire, est-ce que c'est la messagerie, est-ce que c'est le lot complet, le demi-lot, est-ce que c'est le maritime, est-ce que c'est l'aérien, en nombre d'opérations, en termes de dépenses. Vous voyez, vraiment avoir la cartographie la plus précise qui va vous permettre de bien cibler finalement où sont vos enjeux en termes de ressources, hein, de masse salariale et puis de dépenses. Deuxième étape, c'est la cartographie des processus. Donc, on revient un peu sur la matrice avec toutes les petites boîtes que vous aviez, où vous regardiez les boîtes et puis vous aviez des fonctionnalités et puis des modules. Ben, quand vous regardez toutes ces petites boîtes, à chaque fois, ben, vous retrouvez des processus opérationnels que vous gérez. Donc, de la même manière, je vais revenir un peu plus loin derrière, ben, cartographier vos processus et quantifier, valoriser ces processus. Comment ils sont faits aujourd'hui? Est-ce qu'ils sont faits manuellement? Est-ce qu'ils sont faits de manière semi-automatique? Est-ce qu'ils sont supportés par des systèmes d'information? Est-ce que tout est fait sur Excel? Est-ce que tout est fait par mail? Je le fais combien de fois dans l'année? Ça me prend combien de temps? Voilà, ça c'est ce qu'on appelle la documentation des processus. Donc on documente les processus pour arriver à comprendre finalement à la fin quel est l'enjeu qu'on a sur le processus en nombre d'heures de travail. Et puis là, on se rend compte bah, que oui, il y a des processus qui consomment beaucoup plus de temps que d'autres en volume global sur l'année. Et on peut, entre guillemets, bah, dire effectivement, c'est plutôt ce processus-là qui est un irritant qu'il va falloir attaquer en priorité parce que c'est là où j'ai des enjeux de masse salariale, hein, ou de dépenses transport. Et donc, vous voyez que l'étape 4, bah, c'est une fois qu'on a défini tout ça, c'est effectivement de dire, bah, il faut arriver à hiérarchiser, à chiffrer, et puis pour chaque processus qui a été documenté, de dire finalement quels sont les inducteurs qui vont me permettre de faire des gains. Donc, est-ce que c'est réduire le nombre d'expéditions? Est-ce que c'est optimiser des tournées? Combien de tournées par jour, par mois? Est-ce que c'est des tournées identiques? C'est combien de documents je produis? Ils sont produits de manière semi-automatique, de manière automatique? Est-ce que j'ai des prises de rendez-vous? Il n'y en a pas aujourd'hui, tout est fait par mail. J'ai combien de rendez-vous par jour en moyenne? Enfin, ouais, c'est tout ce qui va vous permettre, entre guillemets, de bien déterminer quels sont les inducteurs que vous allez suivre, donc vous allez avoir besoin pour faire tous vos calculs. Et puis après, ben, on travaille avec les éditeurs. Donc on est sur les phases de 5 et 6, hein, donc on travaille vraiment de concert avec les éditeurs, donc les partenaires que vous aurez retenus, ou en tout cas que vous avez identifiés, pour avec eux arriver à cuber entre guillemets les gains potentiels par rapport aux fonctionnalités qui seront en mesure de déployer dans votre organisation. Et puis, bien évidemment, chiffrer les coûts, puisque tout ça, ça a un coût. Ça a un coût projet, ça a un coût d'abonnement, de système d'information, à la fois des coûts en interne et en externe, je reviendrai dessus. Et bah, une fois qu'on a les gains d'un côté et puis les coûts, bah, on n'est pas loin du calcul du ROI. Donc voilà, le calcul du ROI, c'est ce que je vous disais. Alors, je vous ai mis un exemple assez simple, mais pour illustrer et puis pour vulgariser et vous dire que c'est quelque chose enfin, voilà, qui est à la portée vraiment de tout le monde. Donc, c'est un fichier Excel, hein, en règle générale. Donc, vous voyez qu'on fait la liste des processus. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est finalement quels sont les processus qu'on traite dans notre organisation aujourd'hui. Donc,
documenter le processus, sa description, ses manuels, email, critères. C'est fait, je sélectionne, alors, tout est fait manuellement. Quels sont mes critères de sélection? C'est le prix, c'est le délai. Voilà, finalement, mon inducteur, c'est je fais combien d'expéditions par an. Alors là, je ne sais plus, j'ai pris oui, 20 expéditions par an. 20 expéditions par jour. Bon, il y a 254 jours dans l'année. Vous en faites 5080. Combien de temps me prend de sélectionner un transporteur? Ça me prend 30 minutes parce qu'il faut que j'envoie le dossier, il faut que je récupère le dossier, c'est ce que je vous disais un peu en introduction. Alors, ces temps sont fictifs, hein, ne les prenez pas, j'ai fait ça vraiment pour vous donner, entre guillemets, une méthode. Les temps ne sont pas forcément les bons, en tout cas, ne sont pas représentatifs de ce que vous faites au quotidien. Vous voyez que très rapidement, on se rend compte que la sélection des transporteurs maritimes, alors ça c'est peut-être un très gros utilisateur, mais c'est 1,6 ETP. Ça représente 2500 heures de travail dans l'année. Un ETP travaille 1607 heures, donc à la fin, ça fait 1,6 ETP. Donc, qu'est-ce qu'on a en cible en termes d'organisation? Qu'est-ce que je peux faire de manière automatique? Qu'est-ce que je peux faire de manière non automatique? Donc, si c'est automatisé, je vais dire que l'ensemble de ma sélection des transporteurs va se faire sur des plans de transport, des grilles tarifaires qui auront été négociées. Donc là, il y aura un travail qui va devoir être fait en amont. Mais en tout cas, je vais pouvoir l'automatiser. 20% va être fait via de la cotation, parce que je n'ai pas de grille tarifaire ou c'est de nouvelles lignes, de nouvelles routes logistiques. Donc, je vais le faire de manière cotation. Donc, vous voyez que je dis, qu'est-ce que je peux faire? 80% en automatique, 20% en cotation. Donc, l'automatique, c'est 100% automatisé. Le semi-auto, c'est les cotations parce qu'il va falloir faire la sélection quand même manuelle à la fin, hormis si vous mettez des règles de gestion automatique. Donc, je dis qu'OK, ça va me reprendre un peu de temps, mais je vais automatiser le process à 75%. Et donc, vous voyez qu'à la fin, vous refaites votre calcul, auto, semi-auto, vous dites finalement, qu'est-ce que je peux aller chercher en termes d'optimisation? 1,5 ETP à 35 000 euros par an, vous multipliez ça par les charges, vous avez 78 000 euros d'enjeu. Et donc ça, vous allez le faire pour l'ensemble, entre guillemets, de vos processus que vous avez identifiés comme étant des processus qui consommaient beaucoup de ressources. Et vous allez ensuite les prioriser. Vous voyez que le deuxième, c'est plutôt celui qu'il faut faire en premier. Et puis le premier, il n'est pas prioritaire, il passe en deuxième. Voilà. Donc, c'est vraiment pour arriver à vous donner. Donc, c'est relativement simple à faire. C'est des séances de travail, c'est un bon fichier Excel, une bonne connaissance de son organisation, des discussions avec ses équipes. Alors, bien sûr, vos équipes, à chaque fois, vous diront ça dépend, c'est plus ou moins. Vous allez arriver à recouper, en tout cas à moyenniser à un moment donné, quitte à un moment donné à segmenter en disant oui, il y a des flux de transport qui prennent beaucoup plus de temps que d'autres. Donc vous allez dire dans le maritime, j'ai, je vous dis une bêtise, moi, le maritime pour les US et puis le maritime pour l'Asie. Et puis vous allez dire pour les US, c'est relativement simple. Par contre, pour l'Asie, c'est beaucoup plus compliqué. Donc sur mes 5080 expéditions, j'en ai 3000 sur l'Asie et puis 2000 sur les US. Et 2000 US, je considère que ça me prend 10 minutes. Les 3000 Asie, ça me prend 20 minutes. Voilà. Et donc vous voyez qu'à chaque fois, vous allez pouvoir arriver quand même à retomber sur vos pas via la segmentation. Alors, une fois qu'on a fait tous ces gains de productivité, alors c'est important de le faire parce que d'abord, ça rentre dans le calcul du ROI, mais aussi parce que ça va vous permettre de lotir le projet. C'est-à-dire que finalement, qu'est-ce que je dois faire en priorité? Où est-ce que j'ai le plus de gains? Et pourquoi? Parce que vous devez avoir un retour sur investissement qui est inférieur à 1 an en règle générale sur les projets. Donc, il vaut mieux aller chercher au début ce qui rapporte le plus plutôt que de le mettre à la fin. Donc, on reviendra dessus sur comment on l'organise. Donc ça, c'est les discussions. Alors, la dépense de transport, alors ça, excusez-moi pour le fichier, j'ai fait une copie d'écran dans un fichier qu'on avait. C'est un cas réel en plus. C'est un très, très gros client, mais qui est un client avec un très, très bon niveau de maturité, déjà pour la partie dépenses transport, pilotage des coûts, contrôle facturation. Par contre, on était capable d'aller automatiser un certain nombre de choses. En particulier, vous voyez, il avait un budget transport sur les flux amont, 60 millions d'euros, planification, optimisation, de manière très conservatrice avec lui. On a parti sur l'hypothèse de dire qu'on pouvait aller chercher 1% de gains supplémentaires sur la dépense transport via les algos d'optimisation des tournées. 1%, c'est 600 000 euros. Et regardez, 600 000 euros, ça représente 56% des gains
totaux qu'on pouvait faire. Donc, on a dit, sur la priorisation des modules qu'on va déployer chez vous, en priorité, on va d'abord déployer la partie optimisation avant même de faire du contrôle facturation ou quoi que ce soit. Ça, on le gardera pour la suite. Donc, vous voyez que là aussi, c'est relativement simple. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. En fonction des modes de transport et puis en fonction des fonctions qu'on va mettre en termes d'optimisation, ce qu'on peut aller récupérer. Donc, on l'a fait pour la productivité. Et puis là, on vient de le faire pour la partie dépenses. Donc, toujours pareil, ça aide à aboutir le projet. Alors, le calcul du ROI, une fois qu'on a fait tout ça, on met tout ça dans un tableau. Alors, en règle générale, on fait des calculs sur 5 ans, c'est 4-5 ans. Bien évidemment, il va falloir. Donc là, il faut que vous travaillez avec l'éditeur pour récupérer tous les coûts côté éditeur pour arriver à comprendre combien coûte. Alors, tout ça, c'est des coûts fictifs que je vous mets, mais c'est pour vous donner un peu la mécanique. Vous avez des coûts d'abonnement. Évidemment, vous allez devoir payer des solutions. Donc, des clients avec des abonnements. J'ai volontairement mis de gros chiffres pour que ça puisse parler à la fin. Vous avez 200 000 euros d'abonnement par an. Vous avez un optimisateur de tournée qui est une option. C'est 100 000 euros, de plus. Voilà, donc vous avez des coûts d'abonnement tous les ans de 300 000 euros. Les coûts de projet et puis d'intégration. Donc, équipe projet, oui, vous avez une équipe projet chez l'éditeur qui va vous accompagner pendant quasiment un an ou un an et demi, ça dépend en fonction de la taille des projets, de ce que vous voulez faire. Il y a une équipe projet qui va être mise en place et cette équipe a un coût. Vous voyez qu'entre 2024 et 2025, 2024, le projet commençait peut-être en milieu d'année et donc l'équipe projet n'était pas totalement impactée sur l'année, donc vous avez moins de coûts sur 2024 que sur 2025. Vous avez bien évidemment des interfaces qui vont devoir être créées avec vos systèmes. Donc, pour arriver à chiffrer combien coûtent ces interfaces. Puis, on l'oublie en règle générale, mais il y a tous les déplacements qui doivent être faits pour rencontrer les équipes quand il y a des sites différents et tout ça. Donc, il y a des coûts de déplacement qu'on prévoit. Alors, ce que les gens oublient de faire, c'est qu'en règle générale, ils ont aussi des coûts en interne. C'est-à-dire qu'ils ont une équipe projet qui doivent constituer en interne avec des ressources généralement qui sont dédiées. En tout cas, c'est ce qu'on conseille pendant toute la durée du projet, c'est d'avoir une personne au moins qui est à temps plein sur le projet. Donc, vous voyez qu'en 2024-2025, le client dédie une personne. Donc, en interne, cette personne-là ne sera pas productive, donc ça va quand même lui coûter 100 000 euros. Si ce n'est pas une personne en interne, il va prendre un cabinet de consultants en externe, donc il va faire venir la personne. Dans tous les cas, c'est un manque à gagner, ou en tout cas, c'est un investissement qu'il fait. Donc, il y aura aussi des coûts côté IT pour les intégrations. Vous pouvez aussi avoir des coûts de maintenance. La contingence projet, un projet, on fait tout pour que ça se passe comme on le prévoit, mais un projet ne se passe jamais comme on le prévoit parce qu'il y a un certain nombre d'incertitudes à l'intérieur des projets, d'aléas qui n'ont pas été clairement identifiés, voilà, vous avez des frises pendant l'année parce que vous avez des problèmes opérationnels, vous avez des saisonnalités, ainsi de suite. Donc, en règle générale, on prévoit ce qu'on appelle de la contingence projet, c'est-à-dire qu'on prévoit une enveloppe supplémentaire qui sera dépensée ou pas dépensée, mais qui en tout cas vous permet de ne pas vous retrouver coincé en disant j'ai plus rien comme budget parce que j'ai pas prévu d'enveloppe de sécurité. Donc, c'est ce qu'on appelle un coût de contingence qui représente entre 10 et 20% du coût projet. Voilà, et puis qui est négocié avec les équipes projet, avec les équipes informatiques chez vous. Voilà, et puis vous avez vos coûts d'optimisation, les coûts budget, c'est qu'est-ce que je peux obtenir comme optimisation sur ma dépense transport, donc amont, aval, amont plus aval, contrôle facturation, systématisation des cotations, donc c'est des exemples, la planification, optimisation des tournées. Donc quels sont les coûts que je vais aller chercher? Et puis, vous avez de la même manière les coûts liés à la productivité. Donc, les gains de productivité, vous n'allez pas les faire tout de suite parce qu'on va mettre le système en place, on va former les équipes. Il y a un temps de mise en œuvre. Donc, les gains, on les aura plutôt sur la deuxième année dans cet exemple-là. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on fait à la fin? Finalement, on fait la somme des coûts moins les gains. Et puis, vous obtenez votre cash flow. Est-ce que j'ai un cash flow positif ou négatif? Donc, vous voyez que là, j'ai un cash flow négatif.
La première année, je gagne rien, je dépense, donc ça me coûte 280 000 euros. Par contre, je commence à avoir un cash flow positif à partir de la deuxième année. Donc, deuxième année, je gagne 212 000 euros. Troisième année, 1 270 000 parce que j'ai les tournées, enfin, j'ai toute la partie budget transport. Encore une fois, c'est des chiffres fictifs, hein, ne prenez pas les chiffres, c'est vraiment pour vous donner la mécanique. Voilà, donc premier constat, qu'est-ce qu'on fait? On a un cash flow positif la première année. J'ai un cash flow positif la première année, donc j'ai un payback au bout de 2 ans. Donc c'est période payback. Payback au bout de 2 ans. Donc là aussi, selon la politique et puis la taille du projet, avec vos financiers, vos contrôleurs de gestion, quelle est la politique de payback sur les projets? Est-ce que vous avez des projets obligatoires à des paybacks à 1 an ou est-ce que vous pouvez avoir des projets sur des paybacks à 2 ans? Et là, ça dépend, entre guillemets, de la dimension des projets. Mais ça, vos contrôleurs de gestion le maîtrisent parfaitement. C'est pour ça que ce travail-là, vous allez le faire avec eux et eux vont pouvoir faire le calcul. Et puis de la même manière, vous voyez que vous avez un projet qui au total va vous coûter, je ne sais plus, j'ai pas fait tous les totaux, mais 1,9 million plus 570, 230 et 160, donc ça fait un projet quasiment à 2 millions, et puis vous avez des gains qui sont à 5 millions. Donc quel est mon retour sur investissement projet global au bout de la 4e ou 5e année? Là, vous avez un projet à 252%. Donc là, vous voyez que c'est des projets qui, entre guillemets, peuvent tout à fait s'envisager au niveau des directions financières. Voilà. Le plus important dans ce cas-là, c'est d'arriver à faire ce qu'on appelle le lotissement. C'est finalement qu'est-ce que je mets en premier, quelles sont les fonctionnalités qui vont me rapporter le plus de gains, qui sont le plus faciles à mettre en œuvre et puis qui me coûtent le moins cher et que je vais mettre en premier dans le projet. Est-ce que je vais le faire en année 1 ou en année 2? Ou alors j'ai des projets où je suis capable de tout faire en année 1. Ça, c'est parfait. Ça veut dire que si on est capable de tout faire en année 1, on aura quasiment un payback quasiment obligatoire au bout de la première année. Voilà, donc ça, vous ne faites pas seul, vous travaillez avec vos meilleurs amis à partir du moment où vous avez décidé de lancer un projet de digitalisation. Votre premier supporter et puis votre meilleur ami, c'est le contrôle de gestion et la finance. C'est avec eux que vous allez arriver, entre guillemets, à vendre le projet. Et puis, il faut présenter ce projet à votre direction. Comment on présente le projet? Première étape, on fait la situation actuelle dans le document. Donc, on représente un peu ce que je vous disais tout à l'heure, toutes vos cartographies, vos chiffres, pour arriver, si vous voulez, à donner une parfaite compréhension à votre comité de direction, à votre comité exécutif ou à votre comité projet, de finalement, quels sont les grands chiffres de mon organisation aujourd'hui, comment sont réparties les dépenses, la masse salariale, le nombre d'opérations qu'on traite par an. En règle générale, c'est très instructif parce que ça donne une toute autre vision au management de l'activité transport. Ils sont assez loin d'activité. Ça la met en lumière. Ça la met en lumière, ils ne voient pas. Là, quand on fait l'exercice, on y voit beaucoup plus clair. Deuxième étape, c'est bien comprendre la stratégie de votre société. Quelle est sa projection? Le chiffre d'affaires, est-ce qu'il y a une croissance prévue sur les 3 à 5 prochaines années? Est-ce que vous allez développer des activités supplémentaires? Est-ce que vous allez faire des acquisitions? Voilà. Et donc tout ça, si vous voulez, potentiellement, à partir du moment où il y a de la croissance du chiffre d'affaires en plus, des activités supplémentaires, ça va nécessairement avoir un impact sur votre organisation. Et donc, vous faites des règles de 3 et vous arrivez à projeter en disant aujourd'hui je traite 1000 expéditions avec une personne. Vous dites qu'on va doubler le chiffre d'affaires dans les 3 prochaines années, on va passer à 2000 expéditions, donc il va me falloir 2 personnes. Et donc vous êtes capable de dire si je fais rien sur les 3 prochaines années, voilà comment va évaluer la taille de mes effectifs, voilà comment on va évaluer la dépense transport et tout ça. Et donc vous allez dire quels sont les impacts à la fois sur mon organisation, sur ma masse salariale et puis sur mon budget. Est-ce que ça va générer des risques? Parce qu'effectivement, à partir du moment où vous allez faire de la croissance, vous allez peut-être avoir plus de risques d'erreur. Enfin, vous allez rencontrer un certain nombre de contraintes supplémentaires. Et donc, tout ce qui est les risques liés, entre guillemets, ou les risques déjà que vous avez actuellement, qu'il faut clairement identifier. La description du projet, donc vous avez toujours un encart sur finalement, voilà un peu ce qu'on a identifié sur ce qui va se passer. Voilà comment on va organiser le projet. Voilà les gains qu'on attend. Voilà le lotissement qu'on a fait sur le projet.
Voilà le financement du projet, donc c'est le fameux calcul de ROI, le projet du ROI. Quelle est ma stratégie de financement? Est-ce que c'est un projet qui dure qu'un an, c'est un projet qui dure sur 2 ans, ou c'est un projet que je lance sur un an et puis j'aurai des options que je pourrais faire en année 2, en année 3, je les déclencherai le cas échéant, ou je ne les déclenche pas, mais en tout cas, je les ai clairement identifiés. Quelle va être mon organisation IT, qui fait quoi dans quel système? Si vous avez déjà des fonctions de transport dans des systèmes, est-ce que ces fonctions sont maintenues dans les systèmes existants ou est-ce qu'elles sont migrées dans le TMS? Ou est-ce que le TMS ne fait qu'un complément parce que vous ne l'aviez pas dans le système existant? C'est ce que je vous disais au début, c'est cet aspect très modulaire qui peut venir compléter. Voilà. Donc toujours un petit schéma d'organisation et puis d'architecture IT. Ça, vos équipes IT sont assez fortes là-dessus, donc c'est elles qui le feront. Et puis le choix des éditeurs, bien évidemment, pourquoi vous avez choisi tels éditeurs, les explications. Et puis le plus important, c'est l'organisation du projet. Comment est organisé le projet, comment on sécurise le projet, quelles sont les ressources qu'on met dessus, quel est le profil des personnes qu'on met dessus, et puis quel est le planning prévisionnel. Voilà, et puis, une fois qu'on a tout ça, en règle générale, on a un beau dossier qui est bien documenté, qu'on peut aller pitcher et puis présenter en comité de direction pour obtenir un budget. Et quand on a un budget, on a un projet. Et quand on a un projet, le quotidien, entre guillemets, on prépare l'avenir et c'est généralement très excitant et puis très motivant pour les équipes. Il est 12h03, j'ai légèrement dépassé, je suis désolé, j'ai essayé de le faire le plus synthétique possible, Jean-Philippe. Voilà pour la présentation. C'est super, franchement, tip top. J'aurais aimé l'avoir pour mon projet TMS il y a presque une dizaine d'années, puisque on est tous confrontés aux mêmes difficultés. C'est savoir expliquer où est-ce qu'on dépense de l'argent, où est-ce qu'on va en gagner et surtout comment on va le faire. Et ça, tout le monde se pose la question. Donc, c'était vraiment très clair. C'est digne d'une démarche de consulting. Je pense que les participants vont pouvoir s'en emparer, puisque finalement, c'est une démarche très classique, hein, et très instructive, comme tu l'as dit, puisque finalement, le danger, enfin, il y a certains dangers, et parmi ces dangers, c'est de vouloir faire un projet TMS et que ce soit un peu une chimère, que ce soit un trop gros morceau, sans qu'on soit allé par les étapes précédentes. L'effort, il se fait finalement avant le projet, et il ne se fait pas au moment où on lance un appel d'offres pour un TMS sans savoir où on met les pieds. Ça se gagne avant. Voilà, un projet, il se gagne dans la phase de préparation, dans la phase d'étude, et c'est dans le calcul du ROI qu'on gagne le projet. Alors on gagne parce que, mais ça se gagne dans la structuration, dans l'organisation, dans la compréhension. Et puis des choix qui seront faits, c'est là où on fait les choix judicieux. Et encore une fois, vous pouvez faire des projets qui durent. Alors il y a des projets zéro capex, c'est des solutions très simples à mettre en œuvre, mais qui peuvent déjà amener beaucoup de satisfaction aux équipes et des gains de productivité. Puis il y a des projets un peu plus structurants. Et on a des projets qui vont de 3 mois à 6 mois, 9 mois. Et puis après, vous allez pouvoir avoir des projets qui sont à 12, 18 mois, où là, en règle générale, on est sur des très gros projets, des organisations avec un multi-organisé. Donc il faut aller chercher des corps modèles pour arriver à faire converger tout le monde. Donc ça demande un peu plus, entre guillemets, d'équipe projet et puis de travail derrière. Mais on peut avoir des projets très très rapides aujourd'hui sur les TMS, d'autant plus qu'ils sont ultra modulaires. Oui, et puis je te rejoins complètement et je te remercie également de nous avoir mis en visibilité du retour d'expérience que tu as pu observer chez tes clients. Alors, on l'a vu sur le contrôle facture, mais sur les autres aspects, puisque la difficulté après, c'est de prendre des hypothèses. Donc, merci d'avoir pris des hypothèses conservatrices. Parfois, on a des bonnes surprises, hein. Moi-même, j'ai été responsable de transport et des projets à quelques centaines de milliers d'euros, on en trouve. Il y en a en transport. Donc, dans tous les domaines que tu as cités, j'en ai pas vu qui manquait, moi, avec mon œil de spécialiste. En t'écoutant, je me disais, tiens, je vais peut-être réussir à lui trouver un petit défaut, mais non, je n'ai rien trouvé. On pourrait aller un peu plus dans le détail, mais déjà, c'est un niveau largement suffisant et qui permet déjà d'enclencher la démarche. Parce que quand on enclenche la démarche, dans les discussions, on va en trouver des gains, dans le sens où on va bien cartographier qu'est-ce qui se passe. Et là, on va découvrir qu'il y a un gars qu'on ne connaissait même pas, mais qui participe à la moitié de son temps à traiter les litiges, par exemple, ou on va s'apercevoir qu'on a des temps d'attente chauffeur qu'on avait mal appréhendé. Tous ces sujets-là, en fait, ils sont très complexes et très nombreux. C'est ce qui fait la beauté du transport, hein. On a l'impression que c'est juste le transport, mais le transport, quand on le décortique, il a son lot de surprises. Voilà, en tout cas, merci à tous. Merci Jean-Baptiste de ton invitation. Voilà, j'étais très content, c'était ma première. Donc, Oui. très content d'avoir Je t'avoue que c'est un webinaire de très haute qualité.
On va le remettre sur notre chaîne YouTube, hein. Je te remercie, Jean-Christophe, parce que tu t'es prêté à un exercice qui n'est pas facile, mais on a brossé le tableau complet. Et là, maintenant, j'espère que les personnes vont pouvoir se dire, bah, tiens, je vais lancer un projet TMS, j'ai des pistes de réflexion et des pistes de gain dans les temps qui courent, c'est toujours intéressant. Ton adresse, elle a été affichée ici là, sur le webinaire, mais on va partager la présentation si tu nous l'autorises bien évidemment, oui. à tous ceux qui ont assisté au webinaire. Et comme ça, ils vont pouvoir t'appeler s'ils ont besoin d'un complément d'information directement, hein, tout à fait. Et puis, on a d'autres webinaires de prévus ensemble. Oui. Donc, j'ai déjà donné le lien en entrée sur les événements qui allaient se passer. On va vous réinviter pour ceux qui le souhaitent. N'hésitez pas à venir au prochain webinaire. Vous allez aussi découvrir d'autres choses. Je crois qu'on est sur la compliance la prochaine fois. Je crois qu'on est sur le calcul carbone. C'est un vrai sujet. Ah, le calcul carbone, on en a besoin, tout ça. Mais on en aura d'autres à prévoir sur l'année qui vient. Si vous voulez rencontrer Jean-Christophe, il sera présent au Fondu de la Supply Chain le 13 février 2025 qui se passe à Annecy, où une centaine de personnes viendront partager un moment sympa, on va dire, autour des sujets de la supply chain et surtout d'une tartiflette. Voilà. Grand plaisir, voilà. J'ai hâte. Voilà. Merci à tous, on va vous quitter et à très bientôt. Passez une bonne après-midi et un excellent week-end. Merci Jean-Christophe. Merci Jean-Baptiste, merci à tout le monde, bon week-end à vous, bonne fin d'après-midi. Merci, au revoir.